Bonjour, moi c'est Aurélie et aujourd'hui je vais vous parler d'un meurtrier canadien, prêt à tout pour un simple appartement avec vue sur Ottawa, même à tuer. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Voici le parcours troublant de Camille Cléroux. Nous sommes en 2010 à Ottawa, la capitale du Canada, située dans la province de l'Ontario, à la frontière du Québec. C'est une ville bilingue, riche en institutions politiques, musées et patrimoine. Connue pour sa propreté, sa sécurité et son architecture, elle abrite le Parlement canadien, de grands espaces verts et une atmosphère paisible, du moins en apparence. Paula Leclerc, 64 ans, travaillait dans une garderie avant de prendre sa retraite. Elle vit dorénavant paisiblement dans un appartement d'Ottawa. Elle est réputée comme très gentille avec les enfants et ses voisins de palier l'aiment beaucoup. Elle a un fils et adore son petit-fils avec lequel elle passe du temps à jouer. Un jour, les voisins s'inquiètent de ne plus la voir, mais Camille Cléroux, un autre voisin, les rassure en disant qu'elle a gagné au loto et qu'elle est partie en Floride à Disneyland. Elle lui aurait même cédé son appartement. Pour les plus sceptiques, Cléroux montre une lettre écrite de la main de Paula affirmant qu'elle lui cède cet appartement. Mais le 29 mai 2010, son fils André s'inquiète de ne pas pouvoir joindre sa mère au téléphone. Il utilise donc un double de clé pour se rendre chez Paula. Peut-être qu'elle est malade, elle est tombée. Mais une fois la porte de l'appartement ouverte, il se trouve face à des affaires d'inconnus. Des meubles de sa mère sont manquants et aucune trace de Paula. Au même moment, Cléroux sort de l'ascenseur, entre à son tour dans l'appartement et raconte la même histoire de loto et de voyage à Disneyland au fils de Paula. Il osera même lui demander son double de clé. Mais André n'a absolument pas cru en la version de Camille. Il se rend donc au poste de police pour déclarer la disparition de sa mère et l'apparition de cet homme étrange dans son appartement. Cléroux prend peur. Il s'enfuit, enfin presque, puisqu'il est tout proche, dans l'appartement d'une ex-petite amie, Lisa Barclay, avec qui il est resté quelques années en couple. Mais après avoir surpris Cléroux avec une autre femme, elle l'a quitté. Mais malheureusement pour lui, Lisa a été prévenue par la police qu'il était recherché. Elle le met dehors, mais il reste dans l'immeuble. Il installe une table avec un réveil, prend une couverture, des oreillers et reste dans le hall d'entrée pendant 3 jours, avant que le surintendant ne le menace d'appeler la police s'il ne partait pas. Il est arrêté peu de temps après, et d'après les enquêteurs, il n'a même pas l'air stressé. Il veut bien répondre aux questions du policier John Monet. Il raconte la même histoire de voyage, mais après 2 heures d'interrogatoire, il craque. Il raconte qu'il vit dans le même immeuble que Paula, elle au numéro 9007 et lui au 802. Mais il préfère son appartement, il est plus grand et possède une belle vue bien plus intéressante pour lui. Dans un premier temps, il lui propose d'emménager avec elle, mais évidemment, elle n'a pas voulu. Il a donc simplement décidé de la tuer. Le 20 mai 2010, il lui propose donc d'aller se promener près du parc Fairlie. Et quand elle ne le regarde pas, il sort un couteau, volé au restaurant où il travaille comme plongeur, et la poignarde dans le dos avant de ramasser une pierre et la frapper violemment à la tête. Ensuite, il pousse le corps de Paula dans un trou qu'il avait préalablement préparé. Il rentre ensuite paisiblement dans l'appartement. Elle est à peine décédée qu'il jette ses affaires dans les bennes à ordures. Des voisins témoigneront plus tard l'avoir vu jeter des affaires et un affirmera même qu'il lui a donné un VTT et des stores. Cléroux pensait qu'elle était seule. Il ne savait pas qu'elle avait un fils et que quelqu'un s'inquiéterait de sa disparition. Une femme témoigne que Cléroux l'a payé 10 $ pour écrire la lettre. Elle l'a fait uniquement parce qu'elle pensait que Cléroux ne savait ni lire ni écrire. Les jours suivants, les enquêteurs fouillent le parc Fairlie et ses alentours, qui se trouvent à moins d'1 kilomètre de l'immeuble. Ils y retrouveront le corps de Paula. Camille Cléroux, contrairement à Paula, n'est pas apprécié. C'est un petit homme mince, les voisins le décrivent comme effrayant et solitaire. Ils le voient même souvent marcher sur les chemins pour chasser les animaux. Une femme habitant le même étage le trouve effrayant. Il sonne à sa porte 3-4 fois par jour avec des journaux, des fleurs ou du vin. Elle lui a dit à maintes reprises qu'elle n'était pas intéressée, mais il continuait à la poursuivre. Son fils est alors intervenu pour le stopper. Il est le deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Il n'a pas de lien avec sa famille à part avec un frère.
Il a lui-même 5 enfants, mais n'a pas de lien avec eux. 3 d'entre eux ont été adoptés par un de ses frères et une de ses sœurs qui les ont élevés. Après avoir interrogé de la famille, les connaissances de Clairoux, la police quand même se rend compte d'un fait étrange. Ces femmes ont tendance à disparaître. 3 semaines après le début de l'enquête, les policiers déclarent que Clairoux a un lien avec la disparition de ses 2 ex-femmes. Le 4 juillet 1987, Lisa Roy se marie avec Clairoux. Ils habitent au 1535 Effrington Road à Herongate. Lisa a déjà une petite fille et ils auront un fils plus tard. Mais Lisa découvre qu'il est attiré par les jeunes enfants et en l'occurrence sa fille de 10 ans. En avril 1990, elle le confronte sur le sujet. Il répond en prenant une pierre et en la tuant avec. Et elle n'avait alors que 27 ans. Pour masquer son crime, il se rend à la police en disant qu'elle l'a agressée et qu'elle s'est enfuie vers Montréal en bus. Un mandat d'arrêt est alors émis contre elle, mais n'aboutira évidemment jamais. Dans la nuit, il démembre le corps, emballe les morceaux dans du papier de boucherie, puis dans des sacs poubelles. Et il enterre une partie des restes dans son jardin. D'ailleurs, le lendemain, il fera un potager avec des tomates et des concombres sur le terrain. Plus tard, un voisin témoignera qu'il a vu Clairoux traîner des gros sacs poubelles en direction d'une zone boisée du parc alentour, peu de temps après la disparition de Lisa. Clairoux purgera d'ailleurs une peine d'emprisonnement plus tard pour agression S sur un enfant. Jean Rock, quant à elle, rencontre Clairoux en juin 1992 et ils auront 2 enfants. Elle est sujette à des crises d'épilepsie, elle est souvent malade, le couple se fâche très fréquemment. Elle n'est pas proche de sa famille et disparaît souvent pendant un long moment avant de revenir vers eux. Ils sont restés 11 ans ensemble, mais avaient une relation tumultueuse, se séparant, revenant ensemble plusieurs fois. Mais en août 2003, il craque. Elle le met une fois de plus en colère. Ils partent se promener dans le bois de Fairlie, près de la gare de triage Walkley. Même schéma. Il ramasse une pierre, la tue et l'enterre sur le lieu peu profondément. Elle n'a que 32 ans au moment du crime. Pour cacher le meurtre, il demande à une femme qu'il connaît et qui a une écriture semblable à celle de Jean d'écrire une lettre à la famille Rock expliquant qu'elle ne veut pas de contact avec eux pour le moment. Il inventera même une vie fictive à Jean en envoyant par la suite, pendant 6 années, 3-4 lettres par an à sa famille en disant qu'elle a rencontré un camionneur nommé Pierre et a fondé une famille. Il enverra même des photos fictives d'enfants qu'elle aurait eus. La femme qui écrit les lettres est la même qui a écrit à la place de Paula. Elle n'a pas d'ailleurs été inculpée, pour moi c'est de la complicité d'une certaine façon, mais bon passons. La mère de Jean a toujours cru que les lettres venaient de sa fille, jusqu'au jour où elle a appris l'arrestation de Clairoux. Elle contacte alors la police en disant que la dernière lettre reçue était en 2009. Après son arrestation, il accordera une interview de 20 minutes au Ottawa Citizen, un journal canadien, en disant qu'il a bien tué Paula, mais sur un coup de colère, qu'il sait où se trouve le corps de Lisa, mais ne le dira pas à la police. Par contre, il ne sait plus où est le corps de Jean. Pour finir, il incrimine Jean, et il l'a fait de même avec Lisa, en disant qu'elles étaient violentes avec lui. Un an après son arrestation, une entreprise de construction travaillant à Herongate, dans l'ancienne maison de Clairoux et Lisa, appelle la police en disant avoir découvert des restes humains. Après des fouilles et grâce à l'ADN, les enquêteurs ont pu conclure qu'il s'agissait bien de Lisa, du moins d'une partie. En novembre 2011, Clairoux amène la police dans le parc d'Ettington, où il aura enterré une partie de ses membres. Mais sa tête, entre autres, ne sera jamais retrouvée. Le terrain ayant beaucoup bougé depuis 1990 avec des constructions en béton, les fouilles sont difficiles à effectuer. En avril 2012, la police effectue une 3e fouille dans une partie très boisée de la gare de Walkley, où ils trouveront d'autres ossements près de l'endroit où Paula avait été enterrée par Clairoux. Une femme présente sur les lieux, qui s'est présentée comme une amie de Rock, a déclaré à la presse qu'elle était désespérée de savoir si les restes étaient ceux de son amie. Cette femme, qui n'a donné que son prénom, Diane, a déclaré que la famille de Rock et elle-même cherchaient à tourner la page. La dernière fois qu'elle a essayé de rendre visite à Jean, en 2003, Clairoux a répondu à la porte et lui a dit que Jean était parti avec un autre homme.
Les restes de Jean avaient été retrouvés en 2006, mais le rapprochement n'avait pas été fait avant 2012. En effet, en 2004, des travaux ont été effectués à Fairley-Park. De peur de la découverte du corps, Cléroux a déplacé les restes un peu plus loin dans le parc. Mais en 2006, des animaux ont commencé à déterrer les restes, donc il reprend une nouvelle fois et projette de les jeter dans un lac. Mais il y avait beaucoup trop de monde. Donc, il se résigne à traverser Brunson Avenue, longe le canal Rideau, il leste les sacs de pierre et les jette dans le canal. Mais en automne 2006, les ossements sont retrouvés après un nettoyage du canal. En juin 2012, Cléroux plaide coupable pour les 3 meurtres et a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Le procès de l'homme a été interrompu de manière spectaculaire lorsque le père de Jean Rock a éprouvé un malaise cardiaque en pleine audience. « Je vais le tuer », a-t-il vociféré avant de s'écrouler. Dans le box des accusés, Cléroux, la barbe hirsute et le regard hagard n'a même pas bronché. Pendant de longues minutes, il avait écouté sans aucune réaction le procureur présenter les 3 victimes. Dans la salle d'audience, plusieurs membres de la famille de Jean éclataient en sanglots. « J'aurais bien voulu qu'on lui donne la peine capitale pour le voir souffrir », a avoué Donna Rock, la belle-mère de Jean. La juge de la Cour suprême d'Ontario a dit que le meilleur endroit pour lui était la prison et que les citoyens seraient rassurés de savoir qu'il finirait ses jours en prison. Ce qui est effectivement le cas, car il est décédé de cause naturelle en prison le 17 janvier 2021 à l'âge de 67 ans. Ce qui rend l'histoire de Camille Cléroux si terrifiante, c'est pas seulement les crimes, c'est le silence. Pendant des années, il a enterré des femmes qu'il prétendait aimer, puis il a continué sa vie comme si de rien n'était. Des familles sont restées sans réponse, des vies ont été volées et personne n'a rien vu. Ce n'est qu'en creusant, littéralement pour le coup, que la vérité a refait surface. Et ce qu'on a trouvé, c'était l'horreur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, ce serait super sympa de mettre un j'aime et de vous abonner. Si vous avez des idées d'histoire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'étudierai tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.